Bonjour à tous et bienvenue au troisième chapitre, méthode du premier harmonique du cours système non linéaire. Dans ce chapitre, on verra d'abord quelques non-linéarités usuelles. Par la suite, on proposera une classification possible de ces non-linéarités. On fera alors un rappel sur l'analyse harmonique d'un système linéaire et on introduira la notion de non-linéarité séparable. À partir d'une non-linéarité séparable, on définira son gain complexe équivalent. On verra sur un exemple comment calculer ce gain complexe équivalent. On s'intéressera par la suite au système à non-linéarité séparable placé en boucle fermée et particulièrement à leur stabilité. On fera un rappel du critère de Nyquist pour la stabilité des systèmes linéaires qu'on étendra au système à non-linéarité séparable en boucle fermée. On terminera par un exemple sur l'étude des oscillations d'un relais parfait en boucle fermée. La majorité des systèmes physiques présentent des non-linéarités. On va présenter dans cette section les non-linéarités les plus rencontrées en pratique. On commence par la saturation, qui est peut-être la plus commune de ces non-linéarités. Un système se sature si sa sortie n'augmente plus quand son entrée continue d'augmenter. Si le système possède une entrée X et une sortie S, dans une certaine plage de l'entrée comprise entre -A et A, si je fais augmenter mon entrée, ma sortie pourra augmenter de façon proportionnelle. Au-delà d'un certain seuil, en plus ou en moins, la sortie ne va plus augmenter, même si j'augmente mon entrée. On dit alors que le système est saturé. L'expression de la sortie S en fonction de l'entrée X est donnée par la relation suivante. Si on est en dessous de -A ou au-dessus de A, il y a saturation. La sortie ne va plus dépendre de l'entrée X. On aura moins KA pour les entrées en dessous de -A et KA pour les entrées au-dessus de A, comme on peut le revérifier sur cette figure. Si X est compris entre -A et A, on est dans la partie linéaire et la sortie S sera proportionnelle à l'entrée X à travers le facteur K. Comme vous l'avez certainement remarqué, c'est une non-linéarité qu'on retrouve par exemple dans les amplificateurs opérationnels, les ampliopes. L'ampliope peut travailler soit en saturation ou en régime linéaire. Vous avez certainement vu ça si vous avez suivi un cours d'électronique. On les retrouve également dans les actionneurs, comme les moteurs électriques ou les actionneurs hydrauliques ou pneumatiques. Par exemple, un moteur, à partir d'un certain seuil, même si vous augmentez sa tension d'alimentation, la vitesse de rotation du moteur ne va pas augmenter. Et si vous continuez à augmenter la tension d'entrée, l'énergie que vous transmettrez se transformera en chaleur, ce qui risque d'endommager votre moteur si, bien sûr, il n'a pas de protection. Une autre non-linéarité est la non-linéarité seuil. Cette non-linéarité empêche le système de démarrer tant que l'entrée ne dépasse pas un certain seuil. On peut penser par exemple à un véhicule ou un objet qui est bloqué et qu'on essaye de pousser sur un plan. Tant que la force avec laquelle on le pousse ne dépasse pas le seuil des frottements statiques, le système ne va pas commencer à bouger. Donc pour ce type de système, tant que l'entrée est comprise entre l'intervalle -delta et delta, la sortie est nulle. Le système ne bouge pas. Il faut qu'on dépasse le seuil pour que le système commence à répondre. On exprime la sortie en fonction de l'entrée de cette façon.
il y a une proportionnalité par rapport à l'entrée en dessous de moins delta et au-dessus de delta. Pour x compris entre moins delta et delta, la sortie est nulle. On appelle également cette non-linéarité zone morte ou jeu. Le système ne va pas répondre tant que son entrée est en dessous du seuil. Une troisième non-linéarité est la non-linéarité seuil-saturation. Comme son nom l'indique, c'est une non-linéarité qui combine les deux non-linéarités précédentes, la saturation et le seuil. On voit dans cette partie comprise entre moins delta et delta l'effet du seuil, et à partir de A et en dessous de moins A, on voit l'effet de la saturation. Finalement, le système se comporte de façon linéaire dans les intervalles moins A moins delta et delta A. On a ici l'expression détaillée de la sortie S de x en fonction de l'entrée x. Il s'agit, comme on vient de le dire, de l'association de deux non-linéarités, le seuil et la saturation. Une autre non-linéarité est la non-linéarité relais. Un relais est un système qui fonctionne par tout ou rien. Soit il est ouvert, soit il est fermé. On pourrait penser en électronique à une diode qui ne conduit que si elle est polarisée dans le sens direct, ou bien à une valve qui va être soit ouverte, soit fermée. Pour un relais, la sortie est égale à M si l'entrée est positive, elle est égale à moins M si l'entrée est négative. Bien sûr, on peut avoir des relais positifs qui sont toujours nuls, sauf pour une entrée X positive. Voici l'expression de la sortie en fonction de l'entrée X. Comme je l'ai dit, c'est un système qui fonctionne en tout ou rien. Une autre non-linéarité est le relais ternaire. Un relais ternaire est un relais qui possède un seuil. Le système ne va s'activer que si on est au-dessus du seuil. Je dois dépasser delta pour que je bascule vers l'état M et être en dessous de moins delta pour basculer vers l'état moins M. C'est aussi un système qui fonctionne par tout ou rien, sauf que le seuil de basculement ici n'est pas 0, il n'est pas nul, mais il est égal à moins delta ou delta en valeur absolue. Voilà l'expression de la sortie du relais ternaire, qu'on appelle également à juste titre relais à seuil. La non-linéarité qu'on va voir maintenant est une non-linéarité qui dit à mémoire. Cette non-linéarité est à mémoire tout simplement parce que la sortie actuelle va dépendre non seulement de l'entrée mais aussi de la sortie passée, de la valeur où la sortie future va dépendre de la sortie actuelle et de l'entrée. Comme vous le voyez, on a rajouté des flèches sur cette courbe, tout simplement pour indiquer le sens de parcours de la représentation de cette non-linéarité. Comme vous le voyez, pour une certaine valeur de x, la courbe nous donne deux valeurs, mais en réalité, il n'y a qu'une seule valeur possible à un instant donné. Alors, si on veut essayer de comprendre comment fonctionne cette non-linéarité, on doit se placer sur un point donné. On va partir de ce point qui est là. Et là, on peut augmenter notre entrée x. Ce qui va se passer, c'est que on va glisser sur cette courbe-là, après le sens de la flèche croissante.
Après, on va diminuer notre entrée. La sortie elle-même va rester constante. Et là, on reste toujours sur cette droite. On va suivre la flèche dans ce sens. Tant que je suis au-dessus de moins h sur 2 et que je démarre sur cette partie, je reste sur cette partie. Pour passer à la partie inférieure, je dois avoir une entrée inférieure à moins h sur 2. Donc je suis sur cette partie et je fais passer mon entrée en dessous de moins h sur 2. À ce moment-là, la sortie va basculer. Je fais diminuer mon entrée jusqu'à être en dessous de moins h sur 2 et ma sortie va basculer pour passer à moins m. Et là, pareil, je vais rester sur cette partie de la courbe tant que je suis en dessous de h sur 2. Pour basculer vers la partie supérieure, je dois faire augmenter mon entrée au-dessus de h sur 2. Tant que je suis en dessous de h sur 2, je reste sur moins 1. Maintenant, j'augmente, et dès que je dépasse h sur 2, je bascule vers la partie supérieure. Donc vous voyez, la sortie va dépendre de l'état de la partie sur laquelle je suis et de l'entrée que j'applique. Si je suis ici et que j'applique une entrée inférieure à h sur 2, je reste ici. Si je suis ici et que j'applique une entrée supérieure à h sur 2, je bascule ici. Par contre, si je suis là, même si j'applique une entrée supérieure à h sur 2, je reste sur cette courbe. C'est pour cette raison qu'on parle de non-linéarité à mémoire. On a noté S- la sortie actuelle et S+, la sortie future. Si je suis en moins 1, alors je passe à plus m si je suis au-dessus de h sur 2. Et je reste à moins m si je suis en dessous de h sur 2. De même, si je suis à plus m, je passe à moins m si je descends en dessous de h sur 2. Et je passe à plus m si je suis au-dessus de moins h sur 2. Une classification possible des non-linéarités. On peut classer les non-linéarités en non-linéarité continue et discontinue. Si la sortie S dépend de façon continue de l'entrée, la non-linéarité est continue, contrairement à une non-linéarité discontinue où la sortie S dépend de façon non linéaire ou plutôt discontinue de l'entrée X. On voit qu'en ce point, il y a discontinuité puisqu'on passe instantanément d'une valeur à une autre valeur. Alors physiquement, ce n'est pas possible. Il y a toujours un temps de montée. Mais en pratique, si le temps est très court, on peut considérer que la non-linéarité est discontinue. Les non-linéarités à mémoire, c'est l'exemple d'hystérésis qu'on vient de voir. Alors l'hystérésis, par exemple, se manifeste dans les matériaux ferromagnétiques. Si vous aimantez un matériau ferromagnétique et que vous supprimez la cause de cette aimantation, qui peut être par exemple le passage d'un courant électrique à travers une bobine qui entoure ce matériau, même si la cause cesse, l'aimantation va rester. On parle alors d'une aimantation rémanente. Vous avez certainement dû voir cette courbe dans vos cours de magnétisme. Ça va être le champ magnétique en fonction du courant. Pour les non-linéarités avec mémoire, la sortie va dépendre de la sortie passée et de l'entrée, contrairement aux non-linéarités sans mémoire. Alors, pour des questions de vocabulaire, quelquefois on utilise sortie passée pour calculer la sortie actuelle
Quelquefois, on utilise la sortie actuelle pour calculer la sortie future. Donc, le S plus peut représenter la sortie future, et le S moins la sortie passée, ou bien le S plus va représenter la sortie actuelle et le S moins la sortie passée. Tout dépend de l'origine que vous prenez pour le temps. Est-ce que vous prenez l'instant actuel ou si vous prenez un instant passé. Un autre critère pour classer des non-linéarités, les non-linéarités dures ou les non-linéarités molles, ça revient à calculer la dérivée seconde de la sortie par rapport à l'entrée. Si la dérivée seconde est positive, on a une non-linéarité dure. Dans l'autre cas, la non-linéarité est molle. Les non-linéarités dures sont plus difficiles à gérer que les non-linéarités molles. On va maintenant faire un rappel sur l'analyse harmonique d'un système linéaire. On considère un système linéaire décrit par sa fonction de transfert G de S avec une entrée U de t et une sortie Y de t. Pour faire de l'identification, c'est-à-dire connaître la forme de G de S ou connaître les paramètres de G de S, connaissant son expression, on fait de l'analyse. Il y a deux types d'analyse. Une analyse avec des signaux conventionnels, une analyse temporelle. On peut injecter un échelon, une impulsion, une rampe, observer la sortie Y et essayer de déduire des informations sur G de S. Est-ce que c'est un système du premier ordre, du second ordre? Est-ce qu'il y a des intégrateurs dans ce système? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est instable? Et si on conclut que c'est un premier ordre, quel est son gain statique? Quelle est sa constante de temps? Ainsi de suite. La deuxième façon d'analyser un système linéaire est de faire ce qu'on appelle de l'analyse harmonique. On injecte des signaux sinusoïdaux avec une amplitude et une fréquence ou une pulsation variable. On peut alors faire varier la fréquence de la sinusoïde d'entrée et mesurer l'amplitude et le déphasage de la sinusoïde de sortie. On sait par avance, grâce aux propriétés de linéarité et aux propriétés de la transformée de Laplace et de la transformée de Fourier, que pour un système linéaire, si l'entrée est sinusoïdale de fréquence et de pulsation oméga, on aura aussi une sortie de fréquence f ou de pulsation oméga. L'entrée et la sortie auront toujours la même fréquence. Ce qui change, c'est l'amplitude de la sortie et la phase initiale du signal de sortie. Si on fait ces mesures pour le signal de sortie pour une assez large gamme des pulsations d'entrée, on peut tracer le diagramme de Bode de notre fonction de transfert et ainsi essayer d'obtenir la forme de G de J oméga. Est-ce que je remplace S par J oméga? Là, on rappelle ce qu'on vient de dire. La réponse à une sinusoïde est une sinusoïde pour un système linéaire qui aura la même fréquence, mais une phase et une amplitude, une phase initiale et une amplitude différentes. Si l'entrée est une sinusoïde de pulsation oméga, d'amplitude A, la sortie aura une amplitude qui sera amplifiée par le module de G de J oméga, la pulsation oméga, et la phase sera décalée de argument de G de J oméga. G de J oméga, bien sûr, est un nombre complexe qui dépend de oméga. On l'obtient en remplaçant la variable de Laplace S par J oméga. On a fait ce rappel pour expliquer certaines choses qui viendront par la suite. On va maintenant définir c'est quoi un système à non-linéarité séparable. C'est tout simplement un système non linéaire
qu'on peut décomposer en deux blocs en cascade. Le premier bloc étant une non-linéarité statique et le second un système linéaire. Une non-linéarité statique est tout simplement une non-linéarité pour laquelle la sortie S dépend de façon statique de l'entrée U. Dans toutes les relations qu'on a vues jusqu'à présent, pour les non-linéarités usuelles, on n'a pas vu de dérivée. Par conséquent, il s'agit de non-linéarité statique. La non-linéarité statique sera décrite par une fonction grand phi. Une remarque importante, le filtre G de S qui va suivre la non-linéarité est un filtre, le système qui suit la non-linéarité est un filtre passe-bas. C'est-à-dire qu'il va amplifier seulement les basses fréquences et qu'il va atténuer les hautes fréquences. On suppose également que cette non-linéarité est une fonction impaire. La représentation de phi de S en fonction de U sera une fonction impaire. Elle sera symétrique par rapport à l'origine O. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'injecte une sinusoïde d'amplitude A à l'entrée de ma non-linéarité? Étant donné que la non-linéarité est impaire, je vais aussi obtenir un signal impair. Le signal sera aussi périodique, mais forcément, il ne sera pas sinusoïdal. La période du signal de sortie sera la même que celle de la sinusoïde d'entrée. Le signal d'entrée étant une sinusoïde, sa période de pi sur oméga. La sortie étant périodique de même période que l'entrée, on peut la décomposer en série de Fourier. S de t, qui est un signal périodique de période t, sera décomposé en série de Fourier. A0 sur 2, c'est la valeur moyenne, et là, ce sont les harmoniques, en cosinus et en sinus. Je rappelle ici l'expression des coefficients de la série de Fourier. Alors, comme la non-linéarité statique est impaire, le signal de sortie sera aussi impair. Comme il est impair, sa valeur moyenne est nulle et on aura A0 qui est égal à 0. On peut alors transformer la série de cosinus-sinus en série de sinus ou de cosinus. Là, on l'a choisi en sinus grâce à des formules élémentaires de trigonométrie. Vous pouvez retrouver facilement l'expression de S de n et de phi de n. Là, on a représenté la non-linéarité séparable avec ces deux blocs. L'entrée sinusoïdale, la sortie décomposée en série de Fourier en sinus et le filtre linéaire passe-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ce filtre est un filtre passe-bas et qu'on lui soumet des sinusoïdes qui ont des pulsations multiples de oméga. La première harmonique aura pour pulsation oméga, la seconde 2 oméga. La fréquence de ces sinusoïdes vont par conséquent augmenter au fur et à mesure. Si on suppose que la fréquence de coupure de ce filtre est égale à la pulsation de la fondamentale, il va atténuer les harmoniques d'ordre supérieur. Il ne va laisser passer que l'harmonique d'ordre 1, la fondamentale. C'est ce qu'on suppose ici. On suppose que
l'amplitude du filtre pour des pulsations supérieures à oméga est négligeable devant l'amplitude du filtre pour la pulsation oméga. Et on va ainsi négliger l'apport de toutes les autres harmoniques excepté la fondamentale. Et on approxime la décomposition de notre signal par sa première composante. La somme ici sera approchée par la première composante 1 égale à 1, qu'on peut exprimer soit en cosinus-sinus ou bien en sinus uniquement, avec S1 et Φ1 donnés comme précédemment. Alors en conclusion de cette partie, une non-linéarité séparable, si elle est soumise à une sinusoïde, eh bien, elle va répondre par un signal périodique, et ce signal périodique sera filtré par le filtre qui va suivre la partie non linéaire. On va maintenant introduire la notion de gain complexe équivalent. On va passer en notation complexe des grandeurs sinusoïdales. On va représenter la fonction A sinus oméga t par A exponentielle j oméga t. C'est l'écriture trigonométrique. En quelque sorte, si je calcule la partie imaginaire de grand U de A oméga, je vais retrouver U de t. La sortie également aura une amplitude grand M, elle aura la même pulsation et elle aura une phase initiale alpha. On va définir le gain complexe équivalent comme étant le rapport entre la représentation complexe de la sortie et la représentation complexe de l'entrée. Ce sera aussi un nombre complexe. Si je remplace S par sa représentation complexe et U par sa représentation complexe, on obtiendra un nombre complexe qui aura comme amplitude M sur A et comme phase initiale alpha. Il y a un J qui manque ici. Finalement, le gain complexe équivalent est un nombre complexe qui a pour amplitude M sur A et comme argument alpha. On peut le calculer en fonction de A1 et B1 qui sont les coefficients de la décomposition en série de Fourier de la sortie de la non-linéarité. On aura ainsi l'expression de M et de alpha. Une remarque importante est que le gain dépend de l'amplitude de l'entrée. Il n'existe pas un seul gain, mais le gain est une fonction de l'amplitude de l'entrée. On va transformer le gain complexe équivalent donné en coordonnées polaires, en coordonnées cartésiennes. On va tout simplement écrire l'expression algébrique de l'exponentielle complexe, ce qui nous donne l'expression suivante pour le gain complexe équivalent. Dans cette notation algébrique, la partie réelle s'appelle le gain de phase et la partie imaginaire s'appelle le gain de quadrature. On les obtient directement à partir de l'amplitude de l'entrée et des coefficients B1 et A1 de la décomposition de la sortie en série de Fourier. On va voir sur un exemple comment calculer le gain complexe équivalent d'une saturation. Alors je rappelle le schéma d'une saturation. La sortie est égale à Ka si je suis au-dessus de A ou en dessous de moins A.
Et dans la partie comprise entre moins A et A, c'est un segment de droite qui est proportionnel à l'entrée et qui passe par l'origine. Bien sûr, si j'injecte une sinusoïde, je vais obtenir à la sortie ce qu'on appelle une sinusoïde clampée. Ce sera un signal qui aura la même forme que la sinusoïde, sauf qu'il sera clampé au bord. Dès que l'amplitude de la sortie dépassera le seuil, on clampera ou on coupera cette sinusoïde en amplitude. On va distinguer deux cas. Si l'amplitude de la sinusoïde est inférieure ou égale au seuil de la saturation, à ce moment-là, la sinusoïde de sortie ne sera pas clampée. On aura en sortie tout simplement une sinusoïde qui sera amplifiée par le gain K de notre saturation. En d'autres termes, on reste dans la partie linéaire. Maintenant, si l'amplitude de l'entrée est suffisamment importante pour sortir de la partie linéaire de la saturation et atteindre la partie non linéaire, dans le cas où l'entrée vérifie une amplitude inférieure au seuil, la sinusoïde sera amplifiée par K. Et si l'amplitude dépasse le seuil, on aura Ka. Le gamma, c'est tout simplement l'instant pendant lequel la saturation commence. En quelque sorte, c'est l'instant où l'amplitude de l'entrée va dépasser A ou être en dessous de moins A. Donc mon entrée est ici. Si je dépasse A, je suis au-dessus. On peut retrouver gamma en traçant une droite d'amplitude petit a. Elle va couper cette sinusoïde à l'instant gamma. Le reste est un calcul d'intégrale. Là, on rappelle les expressions des coefficients A1 et B1. Par symétrie, le coefficient A1 sera égal à 4 fois. Au lieu d'intégrer de 0 à t, on va intégrer de 0 au quart de période. En fait, une sinusoïde, la partie qui est là est identique à celle-ci et à celle-là. Bien sûr, si je veux calculer les aires qui sont entre la courbe et l'axe des x. Et là, on va reproduire le même calcul 4 fois sur un quart de période au lieu de le faire sur une période tout entière. Le coefficient total sera nul pour A1 et il sera égal à 4 fois par rapport au coefficient B1. Il est nul pour A1 tout simplement. Ici on a un cosinus, S de t est un sinus. Donc là, si vous prenez sinus cosinus et que vous intégrez sur un quart de période, vous aurez une compensation entre les parties positives et les parties négatives, et à la fin vous aurez un A1 qui est nul, ce qui n'est pas le cas pour B1. On fait par la suite un changement de variable en posant taux égal à oméga t, et on obtient l'expression suivante pour B1. Finalement, après calcul de B1, on obtient l'expression suivante pour le gain complexe équivalent. Si l'amplitude est inférieure à petit a, le gain complexe équivalent, c'est tout simplement le gain de la saturation. Sinon, ça sera un terme qui va dépendre à la fois de l'amplitude d'entrée et du K et du seuil de la saturation. Voilà donc le gain complexe équivalent d'une saturation. Là, on voit que c'est un réel, il n'y a pas de partie complexe. Maintenant qu'on sait calculer le gain complexe équivalent, on va essayer d'étudier la stabilité en boucle fermée d'un système comportant une non-linéarité séparable.
Voilà un système non linéaire en boucle fermée avec une référence nulle. On est en régulation. On décompose la non-linéarité en non-linéarité impaire avec un système linéaire qui est un filtre passe-pas. La sortie est égale à phi fois u. Y qui est ici, ce sera la réponse du système linéaire à l'entrée S de t, qu'on a calculé ici par un produit de convolution de l'entrée S avec la réponse impulsionnelle G de notre système. La commande U est égale à moins Y, tout simplement parce que la référence R est nulle. Le U ici sera égal à 0 moins Y, et U sera égal à moins Y. Si je prends l'expression de U, je la remplace par moins y de t dans l'expression de S de t, et que je remplace le résultat obtenu dans l'intégrale qui donne y de t, on obtient l'expression suivante. On appelle cette expression une équation fonctionnelle. En d'autres termes, je connais les expressions de phi, de g. Par contre, l'inconnu, c'est une fonction y de t. On essaye de résoudre cette équation par rapport à la fonction y de t. Compte tenu de la non-linéarité phi, il est difficile d'obtenir une solution analytique à cette équation. D'où l'intérêt d'utiliser le gain complexe équivalent. Ce qu'on va faire, c'est de remplacer la non-linéarité qui est ici par son gain complexe équivalent. En d'autres termes, le gain complexe équivalent permet de linéariser le problème en remplaçant la non-linéarité par un nombre complexe qui dépend à la fois de l'amplitude et de la pulsation oméga. On se ramène ainsi à un problème linéaire. En d'autres termes, la non-linéarité se comporte comme un nombre complexe qui va modifier l'amplitude et la phase initiale des entrées qui vont lui être soumises. On écrit de nouveau les équations du système en boucle fermée une fois qu'on a remplacé la non-linéarité par son gain complexe équivalent et on obtient les expressions suivantes. En faisant les substitutions nécessaires, je remplace U par moins Y ici, et le résultat obtenu, le S, je le remplace ici. On va obtenir Y de J oméga égale moins G de J oméga NA oméga fois Y de J oméga. En éliminant le Y de J oméga, on obtient la condition d'oscillation. Donc finalement, la condition d'oscillation, il faut que moins G de J oméga fois NA de oméga soit égal à 1. On va rappeler le critère de Nyquist. Le critère de Nyquist est un critère général. Ici, on va s'intéresser à un cas particulier du critère de Nyquist qui s'appelle le critère du revers ou le critère de Nyquist simplifié. Que dit ce critère? Si je considère un système linéaire G de J oméga stable en boucle fermée avec un gain K, le système en boucle fermée sera stable si le diagramme de Nyquist de K de J oméga ne passe pas par le point critique moins 1, 0 et ne l'entoure pas. En d'autres termes, si je parcours le diagramme de Nyquist de K de J oméga dans le sens des oméga croissants, je dois laisser le point moins 1, 0 à ma gauche. Si on voit ceci sur cette première représentation, dans le cas d'un système stable en boucle fermée, je parcours mon
diagramme de Nyquist dans le sens des oméga croissants, le sens de la flèche indique le sens des oméga croissants. Et là, si vous imaginez quelqu'un qui marche le long de cette ligne dans cette direction, le moins 1 sera, le point critique moins 1, 0 sera à sa gauche. Maintenant, si le diagramme de Nyquist passe exactement par le point critique moins 1, 0, qui correspond au diagramme suivant, à ce moment-là, le système en boucle fermée sera oscillant. On aura des sinusoïdes d'amplitude constante à la sortie Y. Si on laisse le point moins 1 à notre droite, en d'autres termes, si je parcours le diagramme Nyquist dans le sens des oméga croissants, je vais entourer le point moins 1. Là, le système en boucle fermée sera instable. Là, on récapitule ce qu'on vient de dire en remplaçant le point moins 1 par le point moins 1 sur K. En d'autres termes, c'est comme si j'avais un seul système qui est là, mais qui a pour fonction de transfert K de G de J oméga. Donc au lieu de tracer le diagramme de Nyquist de K de G de J oméga, je vais tracer le diagramme de Nyquist de G de J oméga. Tout simplement, je divise toutes ces courbes par K pour obtenir le diagramme de Nyquist en boucle. Le diagramme de Nyquist de G de J oméga et non pas celui de K de G de J oméga. Là, au fait, ce qu'on représente ici, c'est le diagramme de Nyquist de K de G de J oméga. Si on trace seulement le diagramme de Nyquist de G de J oméga, le point critique ne sera pas moins 1, 0, mais moins 1 sur K de 0. Là, on rappelle les conditions d'oscillation. G de J oméga fois NA égale à moins 1. Alors, pour rappel, on l'a obtenu de cette expression. Si j'élimine le Y ici et ici, on aura moins G de J oméga NA égale à 1. Si je multiplie par moins 1, j'aurai G de J oméga NA égale à moins 1. Voilà donc pour la condition d'oscillation. Là, on a écrit que NA oméga est égal à NA pour dire que le gain complexe équivalent dépend souvent seulement de l'amplitude et qu'il est indépendant en général de la pulsation oméga. Cette deuxième équation est équivalente à la troisième. Donc en fin de compte, pour qu'il y ait oscillation, il faut que la courbe qui représente G de J oméga en fonction de oméga, le diagramme de Nyquist de G de J oméga, coupe la courbe qui représente moins 1 sur NA en fonction de A. On aura ainsi deux courbes. Une courbe paramétrée par oméga de G de J oméga dans le plan complexe, réel, imaginaire, c'est le diagramme de Nyquist de G de J oméga, et une autre courbe paramétrée par A de moins 1 sur NA. On rappelle que NA est un complexe, qu'il a une partie imaginaire, une partie réelle, comme pour G de J oméga. Et au moment où les deux courbes se coupent, la condition d'oscillation est vérifiée. Ça va correspondre à un certain oméga et un certain A qui vont être à la fois la pulsation et l'amplitude de l'oscillation en question. En résumé, pour étudier pratiquement les oscillations d'un système présentant des non-linéarités ou une non-linéarité séparable en boucle fermée. J'ai un système présentant une non-linéarité séparable en boucle fermée
Je calcule le gain complexe équivalent de ma non-linéarité. Par la suite, je trace le lieu de Nyquist de G de J oméga. Je trace en fonction de A moins 1 sur NA, qu'on appelle le lieu critique, et je calcule le point d'intersection de ces deux courbes, qui va correspondre à des oscillations de notre système à non-linéarité séparable en boucle fermée. On termine par un exemple. On va voir à travers un exemple simple comment appliquer le critère du revers pour l'étude des oscillations d'une non-linéarité séparable en boucle fermée. On va considérer un relais parfait mis en série avec un filtre linéaire G de S dont la fonction de transfert est donnée par l'expression suivante, 1 sur S plus 1 puissance 3. Système A, 3 pôles simples au point moins 1, il est stable, et la non-linéarité est un relais parfait avec un basculement en 1 et en moins 1. On rappelle l'expression de la sortie du relais S en fonction de l'entrée X. L'entrée, la sortie est égale à moins 1 ou 1. La U est égale à X, c'est l'entrée. La condition d'oscillation, c'est quand les courbes de G de J oméga et de moins 1 sur NA se rencontrent. Voilà la condition d'oscillation, G de J oméga égale à moins 1 sur NA. Vous pouvez montrer en guise d'exercice que le gain complexe équivalent d'un relais parfait est égal à 4m sur pi a. Si je fais égaler moins a sur NA à G de J oméga, je vais obtenir des oscillations. C'est ce qu'on va faire. Tout d'abord en simulation. On a obtenu, grâce à MATLAB, le diagramme de Nyquist de notre système G de J oméga, qui est en bleu pour les oméga positifs et négatifs. Donc là, ce qui est représenté, c'est le lieu de Nyquist complet pour oméga allant de moins l'infini à plus l'infini. Nous, on s'intéressera uniquement à la partie positive de oméga. Et ce qui est en rouge, c'est le lieu critique, le moins 1 sur MA, moins 4, moins pi A sur 4M en fonction de A. On voit très bien que c'est un négatif. Si A égale à 0, il est à 0. Et si A vers l'infini, ce terme-là va aller vers moins l'infini. C'est cette partie-là qui va représenter le lieu critique. Ce qui nous intéresse, c'est l'intersection entre le lieu de Nyquist et le lieu critique. Elle se produit, bien sûr, quand le lieu de Nyquist devient réel. En faisant glisser le curseur, on voit la fréquence à laquelle, ou la pulsation à laquelle l'intersection se produit. Ça correspond à une pulsation de 1/73. On va vérifier ça par un calcul algébrique. On réécrit la condition d'oscillation. On connaît l'expression de NA et de moins 1 sur NA. On remplace S par J oméga dans l'expression de G de J oméga et on remplace NA par 4M sur pi A. On réduit au même dénominateur et on obtient l'équation suivante. Il y a deux inconnus dans cette équation, le grand A et le oméga. Et on a bien sûr deux équations vu que on manipule des nombres complexes. Partie réelle, partie imaginaire. Ça nous donnera deux équations pour deux inconnus. Au lieu de faire détailler la partie réelle et la partie imaginaire, il est plus facile d'un point de vue calculatoire de travailler avec les modules et les arguments. Donc on fera égaler l'argument de ce nombre complexe avec l'argument de moins 1 qui est égal à
pi ou moins pi. On calcule donc l'argument de tout ce nombre complexe. Rappelez-vous, l'argument d'un produit de nombres complexes est la somme des arguments, et l'argument d'un complexe Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2 qui est au dénominateur. Tout ça est égal à l'argument de moins 1 qui est égal à moins pi. Je calcule donc l'argument de tout ce nombre complexe. L'argument de 4m est égal à 0, moins l'argument de pi a j oméga plus 1, le tout puissance 3. L'argument de pi a il est égal à 0. Il me reste à calculer l'argument de j oméga plus 1 puissance 3. Ce sera 3 fois l'argument de j oméga plus 1. Et l'argument de j oméga plus 1, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, soit l'arc tangente de oméga. Finalement, l'argument de mon dénominateur est égal à 3 fois arc tangente de oméga. Comme l'argument de tout ça est égal à moins l'argument de j oméga plus 1 puissance 3, j'aurai un moins avec le moins pi qui se simplifiera, et on aura finalement 3 arc tangente de oméga est égal à pi. J'aurai arc tangente de oméga est égal à pi sur 3, j'applique tangente, qui est la fonction réciproque de arc tangente, et je vais obtenir oméga 0 égale à arc tangente de pi sur 3, soit racine de 3. Vous pouvez vérifier que c'est autour de 1,73. Donc j'ai pu retrouver la pulsation des oscillations en utilisant l'argument. Maintenant, je vais retrouver l'amplitude des oscillations en utilisant le module. Pour vérifier l'équation qui est là, je dois dire que le module de ce complexe est égal au module de moins 1. Le module du complexe, c'est 1 sur le module de j oméga puissance 3 fois 4m sur pi 1. Et là, on va tirer à 0 comme étant 4m sur l'argument de j, donc oméga fois plus 1 puissance 3 fois pi. On remplace oméga par oméga 0, racine de 3, et on calcule l'argument de ce complexe. Donc c'est la racine carrée de racine 3 au carré plus 1, ça nous donnera racine carrée de 4, soit 2. 2 puissance 3, ça fait 8. Et on simplifie, 4 et 8, on aura m sur 2pi. Finalement, l'amplitude des oscillations est égale à m sur 2pi, et leur pulsation est égale à racine de 3. On peut bien sûr vérifier l'amplitude des oscillations en revenant à MATLAB, en simulant le système et en voyant l'amplitude de ces oscillations. Dans la dernière partie de ce chapitre, on étudiera la stabilité des oscillations qui se produisent pour une non-linéarité séparable en boucle fermée. Si cette boucle fermée est le siège d'oscillation d'amplitude A0, suite à une perturbation, l'amplitude de ces oscillations peut soit augmenter, soit diminuer. On va étudier les deux cas. Si, suite à une perturbation, l'amplitude augmente, donc elle passe d'une amplitude initiale A0 à une amplitude A1 supérieure à A0. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Eh bien, le point critique va passer à gauche du lieu de Nyquist. Je rappelle que le point critique, c'est le point d'intersection entre le lieu critique et le lieu de Nyquist du filtre passe-bas. Comme il est à sa gauche, en appliquant le critère du revers, on aura un système qui est stable en boucle fermée. Pour un système stable, on aura des oscillations amorties. Comme les oscillations sont amorties, leur amplitude va décroître. Donc on va passer d'une amplitude A1 à l'amplitude initiale A0, et les oscillations vont redevenir auto-entretenues. Supposons maintenant que la perturbation, au lieu d'augmenter l'amplitude des
l'oscillation initiale la diminue. Donc on passe d'une amplitude initiale à 0 à une amplitude A1 qui est inférieure à 0. Dans ce cas, le point critique va passer à droite du lieu de Nyquist. En d'autres termes, le lieu de Nyquist va entourer le point critique. Et on aura un système qui est instable en boucle fermée. Par conséquent, l'amplitude des oscillations va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne à 0, et à ce moment-là, le lieu de Nyquist coupera exactement le lieu critique pour une amplitude qui donnera des oscillations auto-entretenues. Dans les deux cas, on reviendra à des oscillations auto-entretenues. C'est ce qu'on vient d'expliquer représenté sur ces deux diagrammes. Dans un premier cas, quand l'amplitude diminue, donc quand on passe d'une amplitude A1 à A0 avec A1 inférieur, plutôt A1 supérieur à A0, ça correspond à ce cas de figure. Donc on reviendra là, et puis l'amplitude va diminuer. Dans le deuxième cas de figure, on passe ici, et puis on revient vers A0. Un critère général pour l'étude des stabilités des oscillations en boucle fermée est le critère de l'eau. Ce critère nous dit que les oscillations sont stables si, en parcourant le lieu de Nyquist de G de J oméga, dans le sens des oméga croissants, comme pour le critère de Nyquist, on va laisser à sa gauche le lieu critique. Le lieu critique, c'est moins 1 sur N1 pour A croissant de 0 à l'infini. En fait, c'est le même critère, ça ressemble au critère de Nyquist, sauf que au lieu de parler du point critique, on parle du lieu critique. En d'autres termes, ça doit être valable pour tous les points du lieu critique quand on parcourt ce lieu de A allant de 0 à l'infini. Voilà pour ce troisième chapitre consacré à la méthode du premier harmonique. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser sur la page de la vidéo. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous à ma chaîne et à de prochaines vidéos.